le trône Tudor et la recherche d'un héritier mâle, la dynastie Tudor naquit en 1485 lorsqu'Henri Tudor vainquit Richard III à la bataille de Bosworth Field et devint Henri VII d'Angleterre. Son accession au trône mit fin à la guerre des Deux Roses et établit une nouvelle maison royale. Henri VII chercha à consolider ses prétentions au trône en épousant Élisabeth d'York, unissant ainsi les maisons de Lancastre et d'York, jusque-là en conflit. Ensemble, ils eurent plusieurs enfants, dont leur second fils, Henri, qui devint plus tard Henri VIII. Le trône Tudor passa à Henri VIII en 1509 à la mort de son père. L'une des principales préoccupations du règne d'Henri VIII était de produire un héritier mâle légitime afin d'assurer la continuité de la lignée Tudor. De son premier mariage avec Catherine d'Aragon, veuve de son frère, seule une fille prénommée Marie survécut. Catherine connut plusieurs fausses couches et mort-née, et l'absence d'héritier mâle survivant suscita des tensions à la cour et des inquiétudes quant à l'avenir de la dynastie. Henri VIII finit par demander l'annulation de son mariage avec Catherine, invoquant des justifications bibliques et affirmant que l'union était invalide en raison de son précédent mariage avec son frère. Face au refus du pape, Henri se sépara de l'Église catholique, lança la réforme anglaise et s'établit comme chef suprême de l'Église d'Angleterre. Il épousa ensuite Anne Boleyn, espérant qu'elle lui donnerait un fils. Anne donna naissance à une fille, Élisabeth, mais ne parvint pas à donner naissance à un héritier mâle. Henri la fit exécuter en 1536, l'accusant d'adultère et de trahison. Sa troisième épouse, Jeanne Seymour, donna naissance à Édouard en 1537 et mourut peu après. La naissance d'Édouard lui assura le successeur masculin tant attendu, malgré une santé fragile. Henri se maria 3 fois de plus, avec Anne de Clèves, Catherine Howard et Catherine Parr, mais aucune de ces unions ne donna d'autres enfants légitimes. Henri VIII mourut en 1547 et son fils Édouard VI lui succéda, qui monta sur le trône à l'âge de 9 ans. Le règne d'Édouard fut marqué par la régence et les efforts pour promouvoir les réformes protestantes. Sa santé se détériora rapidement et il mourut en 1553 à l'âge de 15 ans. Avec la mort d'Édouard, la lignée masculine des Tudors prit fin. On tenta d'installer Lady Jane Grey comme reine, mais elle fut déposée au bout de 9 jours par Marie-Hire, fille de Catherine d'Aragon. Marie, fervente catholique, tenta d'inverser les réformes protestantes et de restaurer le catholicisme. Elle épousa Philippe II d'Espagne, mais ne parvint pas à lui donner d'héritier. Son règne dura jusqu'en 1558. Sa demi-sœur, Élisabeth Hire, fille d'Anne Boleyn, lui succéda. Élisabeth restaura le protestantisme et régna pendant 45 ans. Malgré la pression de ses conseillers et du Parlement, elle ne se maria jamais et ne donna jamais d'héritier. Son choix de rester célibataire lui valut le titre de reine vierge. Le règne long et stable d'Élisabeth ne résout pas le problème de succession. À sa mort en 1603, la dynastie Tudor prit fin. Le trône passa à Jacques Feussès d'Écosse, qui devint Jacques Ier d'Angleterre, unifiant les couronnes d'Angleterre et d'Écosse et inaugurant la dynastie Stuart. La période Tudor fut caractérisée par la recherche constante d'un héritier mâle. L'absence d'un tel héritier pendant une grande partie de l'existence de la dynastie entraîna instabilité politique, troubles religieux et de nombreux changements dans la planification successorale. Les décisions matrimoniales et la politique religieuse d'Henri VIII étaient motivées par l'impératif de garantir un successeur mâle, et leurs conséquences eurent un impact durable sur la société, le gouvernement et la religion anglais. La mort d'Édouard VI sans héritier et l'absence de descendance de Marie-Hire ou d'Élisabeth Hire conduisirent finalement à l'extinction de la lignée masculine des Tudors. La transition vers la lignée Stuart marqua un nouveau chapitre de l'histoire anglaise, mais fut fortement marquée par le souci des Tudors de la continuité dynastique et les limites de la succession héréditaire en l'absence de descendance masculine. Catherine d'Aragon. La princesse espagnole qui voulait devenir reine, Catherine d'Aragon naquit le 16 décembre 1485 à Alcalá de Henares, en Espagne. Elle était la fille cadette du roi Ferdinand II d'Aragon et de la reine Isabelle Ier de Castille. Sa jeunesse fut marquée par les ambitions politiques de ses parents,
qui cherchait à renforcer l'influence de l'Espagne par des alliances matrimoniales stratégiques. À 3 ans, elle fut fiancée à Arthur, prince de Galles, fils aîné du roi Henri VII d'Angleterre. En 1501, elle se rendit en Angleterre et épousa Arthur lors d'une cérémonie solennelle. Le mariage fut de courte durée. Arthur mourut 5 mois plus tard, en 1502. Catherine resta en Angleterre pendant les négociations de ses futurs mariages. Des différends surgirent concernant sa dot et son éventuel mariage avec le frère cadet d'Arthur, Henri. Finalement, avec l'approbation du pape, Catherine épousa Henri en 1509, peu après son accession au trône sous le nom d'Henri VIII. Leur mariage fut présenté comme légitime, Catherine affirmant que sa précédente union avec Arthur n'avait pas été consommée. En tant que reine d'Angleterre, Catherine était connue pour son dévouement à ses devoirs, sa dévotion religieuse et sa loyauté envers le roi. Elle eut plusieurs enfants, mais une seule, Marie, survécut à la petite enfance. L'impossibilité d'avoir un héritier mâle provoqua des tensions croissantes au sein de son mariage. Au fil du temps, Henri VIII, mécontent, chercha un moyen d'annuler le mariage. Il arguait qu'épouser la veuve de son frère était contraire à la loi divine, malgré la dispense papale initiale. Ce différend juridique et théologique fut connu sous le nom de « Affaire du Grand Roi ». Catherine maintint la validité de son mariage avec Henri et refusa l'annulation. L'affaire fut portée devant un tribunal des légataires en 1529, mais aucune décision ne fut rendue. Catherine continua d'affirmer sa position de reine, inflexible. Henri finit par rompre avec l'Église catholique et fonder l'Église d'Angleterre, ce qui lui permit d'annuler le mariage sans le consentement du pape. En 1533, Henri épousa Anne Boleyn, et Catherine fut officiellement déchue de son titre de reine. Elle fut transférée dans des résidences plus éloignées et reçut le titre de princesse douairière de Galles, un titre lié à son premier mariage. Catherine n'accepta jamais l'annulation et continua de signer en tant que reine jusqu'à sa mort. Le roi la sépara de sa fille Marie, les empêchant de tout contact régulier. Catherine vécut le reste de sa vie dans un relatif isolement, soutenue par une petite famille. Elle mourut le 7 janvier 1536 au château de Kimbolton, apparemment d'un cancer ou d'une insuffisance cardiaque. Après sa mort, elle fut inhumée à la cathédrale de Peterborough selon une cérémonie qui ne reflétait pas son ancien statut de reine. L'héritage de Catherine comprend son rôle dans les troubles politiques et religieux qui menèrent à la réforme anglaise. Son refus catégorique d'admettre l'invalidité de son mariage fut un facteur déterminant dans la décision finale d'Henri de rejeter l'autorité papale. C'est ainsi que naquit l'Église d'Angleterre, transformant le paysage religieux anglais. Catherine laissa également le souvenir de son éducation, ayant suivi des cours de latin et de théologie et de son mécénat en faveur de l'apprentissage. Elle fut régente d'Angleterre en 1513 lors de la campagne d'Henri en France et supervisa la victoire contre les Écossais à la bataille de Flodden. Malgré sa marginalisation ultérieure, elle conserva le respect de nombreux Anglais, y compris des membres de la noblesse et du peuple. Sa fille Marie devint reine en 1553, rétablissant la foi catholique sous son règne. L'histoire de Catherine demeure un chapitre important de l'histoire des Tudors, illustrant les liens complexes entre mariage, religion et pouvoir durant une période de transformation du développement de l'Angleterre. La grande affaire du roi. L'affaire du Grand Roi concerne les démarches juridiques et théologiques du roi Henri VIII d'Angleterre pour obtenir l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. L'affaire commença véritablement à la fin des années 1520, lorsque Henri, préoccupé par l'absence d'héritier mâle, commença à remettre en question la validité de son mariage. Catherine avait donné naissance à plusieurs enfants, mais une seule Marie survécut à la petite enfance. Henri croyait son mariage maudit en raison du passage biblique du Lévitique qui stipulait qu'un homme épousant la femme de son frère serait sans enfant. Bien que le pape Jules II ait accordé une dispense permettant à Henri d'épouser Catherine, qui avait auparavant été mariée à son frère aîné Arthur, Henri prétendit plus tard que cette dispense était invalide. Il insista sur le fait que leur mariage contrevenait à la loi divine et que l'absence d'héritier mâle témoignait du mécontentement de Dieu. En 1527, Henri demanda l'annulation du mariage au pape Clément VII.
Le cardinal Thomas Wolsey, principal conseiller d'Henri, fut chargé d'obtenir cette annulation. Wolsey tenta d'organiser une commission papale pour enquêter sur le mariage. Mais ses efforts furent entravés par la situation politique. À l'époque, le pape était sous l'emprise de l'empereur Charles Quint, neveu de Catherine et farouche opposant à l'annulation. Malgré ses efforts, le pape tarda à rendre sa décision définitive. En 1529, un tribunal spécial délégataire, présidé par les cardinaux Wolsey et Lorenzo Campeggio, fut convoqué en Angleterre pour examiner l'affaire. Catherine comparut devant le tribunal et défendit farouchement sa position, insistant sur la légalité de son mariage avec Henri et sur le fait que son précédent mariage avec Arthur n'avait pas été consommé. Le tribunal ne parvint pas à se prononcer et l'affaire fut finalement renvoyée à Rome, ce qui accentua la frustration d'Henri. Wolsey perdit le pouvoir la même année et fut remplacé par Thomas More, qui ne parvint pas non plus à résoudre l'affaire à la satisfaction du roi. Au cours des années suivantes, Henri devint de plus en plus déterminé à obtenir une annulation par d'autres moyens. Influencé par des conseillers tels que Thomas Cromwell et Thomas Cranmer, il commença à explorer les voies juridiques en Angleterre. En 1532, Thomas Cranmer fut nommé archevêque de Canterbury. En 1533, Cranmer convoqua un tribunal ecclésiastique qui invalida le mariage d'Henri avec Catherine. Peu avant cette décision, Henri avait secrètement épousé Anne Boleyn, déjà enceinte. Suite à la décision du tribunal, le mariage d'Henri avec Anne fut déclaré valide et elle fut couronnée reine. En réponse, le pape Clément VII excommunia Henri et déclara son mariage avec Anne nul et non avenu. Henri rejeta l'autorité du pape et prit des mesures pour séparer l'Église d'Angleterre de Rome. Le Parlement adopta plusieurs lois, dont l'acte de suprématie en 1534, qui reconnaissait le roi comme chef suprême de l'Église d'Angleterre. Cela marqua le début de la réforme anglaise et transforma fondamentalement la structure religieuse et politique du pays. Catherine d'Aragon fut expulsée de la cour et devint la princesse douairière de Galles. Elle fut séparée de sa fille Marie et vécut dans des conditions de plus en plus restrictives jusqu'à sa mort en 1536. L'affaire du grand roi eut de lourdes conséquences. Elle entraîna la rupture avec l'Église catholique romaine, la dissolution des monastères et l'instauration de la suprématie royale sur les questions religieuses. Elle provoqua également d'importants bouleversements politiques et sociaux. De nombreuses personnes s'opposant aux actions du roi, dont Thomas More et John Fisher, furent exécutés. L'affaire domina la politique anglaise pendant plusieurs années et prépara de nouveaux conflits religieux. Elle eut également des conséquences durables sur la succession, les conflits concernant la légitimité des enfants d'Henri se poursuivant pendant des générations. La résolution de l'affaire du Grand Roi marqua un tournant dans l'histoire anglaise et le début d'une nouvelle ère dans les relations entre l'Église et l'État. Anne Boleyn. L'ascension et la chute d'une reine, Anne Boleyn est née vers 1501, probablement à Blickling Hall, dans le Norfolk, en Angleterre, de Thomas Boleyn et d'Elizabeth Howard. Elle fit ses études aux Pays-Bas, puis en France, où elle servit à la cour de Marguerite d'Autriche et de la reine Claude. À son retour en Angleterre au début des années 1520, elle entra à la cour de la reine Catherine d'Aragon comme dame d'honneur. Sa présence à la cour attira l'attention du roi Henri VIII, qui s'intéressa de plus en plus à elle. Contrairement à d'autres relations de cour, Anne ne devint pas la maîtresse du roi, mais repoussa ses avances jusqu'à ce qu'il lui promette le mariage. Cette longue quête joua un rôle central dans ce qui fut appelé l'affaire du Grand Roi, la tentative d'Henri d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. Henri soutenait que son mariage avec Catherine était invalide en raison de son précédent mariage avec son frère décédé, Arthur. L'affaire resta sans solution pendant plusieurs années, durant lesquelles Henri et Anne entretinrent une relation. En 1533, Anne tomba enceinte et Henri arrangea un mariage secret avec elle. Peu de temps après, Thomas Cranmer, le nouvel archevêque de Canterbury, déclara nul le mariage d'Henri avec Catherine et reconnut valide son mariage avec Anne. Anne fut couronnée reine consort lors d'une cérémonie de couronnement qui se tint en juin 1533. En septembre de la même année, elle donna naissance à une fille, Élisabeth.
La naissance d'une fille, au lieu de l'héritier mâle tant attendu, fut une déception pour Henri. Anne subit ensuite plusieurs fausses couches, dont au moins une que l'on croyait être un garçon. Son incapacité à donner naissance à un héritier mâle affaiblit son prestige à la cour et tendit ses relations avec le roi. En 1536, la position politique et personnelle d'Anne s'était considérablement affaiblie. Henri se tourna vers Jeanne Seymour, l'une de ses dames d'honneur. Dans le même temps, les factions de la cour qui s'étaient opposées à l'accession d'Anne retrouvèrent la faveur du roi. En mai 1536, Anne fut arrêtée et accusée d'adultère, d'inceste et de haute trahison. Plusieurs hommes, dont son frère Georges Boleyn, furent également arrêtés et accusés d'être ses amants. Les accusations furent probablement fabriquées ou exagérées, et les procès furent menés avec peu d'équité. Anne fut reconnue coupable et condamnée à mort. Elle fut exécutée par décapitation le 19 mai 1536 à la Tour de Londres. Un épéiste français spécialement désigné procéda à l'exécution. Anne fut enterrée dans la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens, au sein de la tour. Après sa mort, son mariage avec Henri fut déclaré nul et leur fille Élisabeth illégitime. Malgré cela, Élisabeth deviendrait plus tard reine Élisabeth I d'Angleterre. La chute d'Anne marqua un tournant dans l'histoire des Tudors. Son accession au trône avait contribué à la réforme anglaise, notamment à la séparation de l'Église d'Angleterre et de l'autorité papale. Sa chute démontra la précarité de la vie à la cour et l'instabilité de la faveur royale. L'héritage d'Anne fut ensuite réévalué, notamment sous le règne de sa fille Élisabeth, de 1558 à 1603. Bien qu'Anne n'ait détenu le titre de reine que 3 ans, son influence sur l'histoire anglaise fut considérable. Elle fut la première reine anglaise à être exécutée, et son mariage avec Henri IV transforma le paysage religieux et politique du pays. Les événements entourant sa vie et sa mort demeurent un sujet d'étude pour leur influence sur le développement de la monarchie anglaise et de l'Église. Son histoire est souvent citée dans les débats sur le pouvoir royal, les intrigues de cour et le rôle des femmes dans l'Angleterre moderne. Jane Seymour, la reine silencieuse qui a donné naissance à un fils. Jane Seymour est née vers 1508 à Wilfol, dans le Wiltshire, en Angleterre. Elle était la fille de Sir John Seymour et de Marjorie Wentworth. Issue d'une famille de la petite noblesse, elle reçut une éducation traditionnelle axée sur les tâches domestiques plutôt que sur les études. Elle entra d'abord au service de la cour comme dame d'honneur de la reine Catherine d'Aragon, puis de la reine Anne Boleyn. C'est lors de son séjour dans la maison d'Anne qu'elle attira l'attention du roi Henri VIII. Début 1536, Henri commença à s'intéresser ouvertement à Jane. Son attitude calme et réservée contrastait avec la nature plus affirmée d'Anne Boleyn. Jane n'attirait pas l'attention du roi en public, mais acceptait cadeaux et lettres en privé. Alors que la position d'Anne Boleyn s'affaiblissait en raison de son incapacité à donner naissance à un héritier mâle et de son isolement politique croissant, la présence de Jane devint plus importante. Après l'arrestation et l'exécution d'Anne en mai 1536, Henri se fiança à Jane. Leur mariage eut lieu le 30 mai 1536, 11 jours seulement après l'exécution d'Anne. Jeanne fut proclamée reine consort et assuma ses fonctions avec discrétion et sans ostentation extérieure. Elle était connue pour son obéissance, sa modestie et son respect des coutumes traditionnelles de la cour. Jeanne prôna la réconciliation d'Henri avec sa fille Marie, déclarée illégitime après l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Jeanne parvint à convaincre Henri de permettre à Marie de regagner les faveurs de la cour, bien que le processus fût long et soigneusement mené. En tant que reine, Jeanne se concentra sur ses responsabilités domestiques et ne s'impliqua pas outre mesure dans les affaires politiques ou religieuses. Son rôle principal était de fournir un héritier, ce qui était la préoccupation première d'Henri. Début 1537, la grossesse de Jeanne fut annoncée. La cour attendait la naissance avec impatience. Le 12 octobre 1537, elle donna naissance à son fils, Édouard, au palais de Hampton Court. La naissance du garçon fut largement célébrée car il était l'héritier mâle tant attendu de la dynastie Tudor.
Édouard fut baptisé lors d'une cérémonie officielle 3 jours plus tard. Jeanne était présente à la cérémonie, mais sa santé commença à se détériorer peu après. Elle présenta des signes de complications postpartum, probablement dus à une infection ou à une rétention placentaire. Malgré les efforts de ses médecins, son état s'aggrava. Elle mourut le 24 octobre 1537, moins de 2 semaines après son accouchement. Elle fut inhumée dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Henri IV ordonna plus tard qu'il soit enterré à ses côtés après sa propre mort. Jeanne Seymour fut la seule des 6 épouses d'Henri à recevoir des funérailles royales et la seule à donner naissance à un héritier mâle légitime ayant survécu à la petite enfance. Édouard VI monta sur le trône en 1547 à l'âge de 9 ans, bien que son règne fût bref en raison de sa mort prématurée en 1553. L'héritage de Jeanne repose principalement sur sa capacité à choisir un successeur masculin et sur son rôle dans la continuité de la lignée Tudor. Elle ne laissa aucun écrit personnel ni influence politique significative, et les témoignages contemporains soulignent sa nature docile et réservée. Elle demeure une figure marquante de l'histoire des Tudors, en grande partie pour sa contribution à la succession de la dynastie et son contraste avec les reines plus actives politiquement qui l'ont précédée et lui ont succédé. Son règne fut bref, un peu plus d'1 an, et elle est souvent considérée comme l'épouse la plus chère à Henri VIII, en partie en raison de la naissance de son fils et des circonstances de sa mort. Sa famille, les Seymour, gagna en influence à la cour pendant et après son règne, ses frères Édouard et Thomas Seymour jouant un rôle important sous le règne d'Édouard XVI. La vie et le règne de Jeanne reflètent les attentes placées sur les femmes de son époque, en particulier celles qui occupaient des postes royaux, où la procréation et le maintien de la bienséance étaient des devoirs primordiaux. Anne de Clèves. Le parti politique qui a échoué, Anne de Clèves naquit le 22 septembre 1515 à Düsseldorf, dans le duché de Clèves, un état protestant du Saint-Empire romain germanique. Elle était la fille de Jean III, duc de Clèves, et de Marie de Juliéberg. Son enfance fut marquée par les divisions politiques et religieuses de l'époque, et sa famille adhéra au mouvement protestant en plein essor. Anne reçut une éducation modeste, digne d'une noble de sa région, axée sur la gestion domestique et l'instruction religieuse. Elle ne reçut aucune formation en musique, en danse ou en langue, contrairement à la pratique courante à la cour d'Angleterre. Après la mort de Jeanne Seymour en 1537, le roi Henri VIII d'Angleterre se mit en quête d'une nouvelle épouse. Thomas Cromwell, principal ministre d'Henri, conseilla au roi d'envisager une alliance étrangère pour renforcer la position de l'Angleterre face aux menaces catholiques potentielles de la France et du Saint-Empire romain germanique. Un mariage avec une princesse protestante allemande était considéré comme stratégiquement avantageux. Le duc de Clèves avait 2 filles qui lui convenaient et Anne fut choisie comme l'épouse idéale. Hans Holbein le jeune fut envoyé peindre son portrait pour obtenir l'approbation du roi. L'image plut à Henri et les négociations se poursuivirent. Le contrat de mariage fut officialisé et Anne se rendit en Angleterre fin 1539. Henri la rencontra pour la première fois en janvier 1540 dans un cadre privé, avant la réception officielle. Le roi aurait été déçu par son apparence et ses manières. Néanmoins, la cérémonie de mariage eut lieu le 6 janvier 1540 à Greenwich. Dès le début de l'union, Henri exprima son mécontentement. Il prétendit n'avoir pu consommer le mariage et chercha rapidement des moyens d'y mettre fin. Anne ne fut accusée d'aucune faute ni d'inconduite, et son comportement en tant que reine fut considéré comme convenable et respectueux. Cromwell, qui avait arrangé le mariage, commença à perdre la faveur du roi en raison de l'échec perçu de l'alliance. En juin 1540, Anne fut informée que le roi souhaitait annuler le mariage. Elle accepta sans protester et reconnut que le mariage n'avait pas été consommé. L'annulation fut accordée le 9 juillet 1540, un peu plus de 6 mois après le mariage. Au terme de cet accord, Anne reçut une généreuse compensation, comprenant revenus, biens et le titre honorifique de sœur du roi. Elle fut autorisée à rester en Angleterre et avait la priorité sur toutes les femmes de la cour,
à l'exception des futures épouses et filles du roi. Son statut lui permettait de vivre de manière indépendante et elle entretint des relations amicales avec Henry. Elle assista aux cérémonies de la cour et fut présente au couronnement et au mariage de ses futures reines. Thomas Cromwell, tombé en disgrâce, fut arrêté et exécuté peu après l'annulation. Anne de Clèves resta en Angleterre jusqu'à la fin de sa vie. Elle assista au règne des épouses suivantes d'Henri et resta discrète. Bien qu'elle ne retournât pas en Allemagne, elle continua à correspondre avec sa famille. Elle vécut principalement au palais de Richmond, puis à Chelsea Hall Manor. Sa santé se détériora progressivement et elle mourut le 16 juillet 1557 à l'âge de 41 ans. Elle fut enterrée à l'abbaye de Westminster, la seule épouse d'Henri à y être enterrée. Le bref mandat d'Anne comme reine consort et son obéissance durant la procédure d'annulation lui permirent d'éviter les dangers politiques auxquels étaient confrontées les autres épouses d'Henri. Elle survécut au roi et à toutes ses autres épouses. Son mariage avec Henri fut une alliance politique qui échoua. Il ne permit pas de renforcer l'alliance protestante et contribua à la chute de Thomas Cromwell. Malgré l'échec du mariage, la conduite digne d'Anne lui valut une place de choix dans l'histoire des Tudors. Sa vie après l'annulation témoigna des options limitées mais remarquables offertes aux femmes de la famille royale à l'époque. Elle ne se remaria pas et ne participa pas à la vie politique de la cour. Son histoire constitue un épisode bref mais instructif de l'histoire matrimoniale et diplomatique complexe du règne d'Henri VIII. Catherine Howard, l'erreur fatale d'une jeune reine. Catherine Howard naquit vers 1523, probablement à Lambeth, en Angleterre, de Lord Edmund Howard et de Joyce Culpeper. Elle appartenait à l'éminente famille Howard, une maison noble apparentée au puissant duc de Norfolk. Après la mort prématurée de sa mère, Catherine fut envoyée vivre chez sa belle grand-mère, la duchesse douairière de Norfolk. L'atmosphère au sein de la maison de la duchesse était informelle et sans surveillance stricte. Durant son séjour, Catherine noua des relations inappropriées avec des hommes plus âgés, dont son professeur de musique, Henry Manox, puis avec Francis Dereham, avec qui elle se considérait peu être comme fiancée de manière informelle. Ces relations étaient connues au sein de la maison et devinrent importantes dans les événements qui menèrent à sa chute. Catherine entra à la cour du roi Henri VIII en 1540 comme dame d'honneur de la reine Anne de Clèves. Henri la remarqua rapidement et s'intéressa à elle. Après avoir annulé son mariage avec Anne, il épousa Catherine le 28 juillet 1540. À cette époque, Henri avait presque 50 ans, tandis que Catherine approchait de l'adolescence. Le roi était ravi de sa nouvelle épouse, qu'il appelait sa rose sans épines. Catherine reçut le statut et les responsabilités de reine consort et devait préserver la dignité de sa position. Sa jeunesse et son charme revigorèrent d'abord Henri, et elle fut bien accueillie à la cour. Cependant, elle manquait d'expérience politique et avait une compréhension limitée des attentes placées sur une reine. Peu après son accession au trône, Catherine entama une liaison extra-conjugale avec Thomas Culpeper, membre de la chambre privée du roi. La nature exacte de leur relation reste incertaine, mais des rencontres privées eurent lieu, souvent organisées avec l'aide de Lady Rochford, veuve de George Boleyn. À la même époque, des rumeurs sur le passé de Catherine parvinrent à la cour. Fin 1541, l'archevêque Thomas Cranmer présenta au roi des preuves de la conduite de la reine avant son mariage. Une enquête fut ouverte et de nouveaux détails apparurent sur son passé avec Francis Dereham et ses rencontres avec Thomas Culpeper. Tous deux furent arrêtés et interrogés. Catherine fut assignée à résidence à Hampton Court, puis transférée à l'abbaye de Sion. Elle fut déchue de son titre et ne revit plus jamais le roi après son arrestation. En décembre 1541, Culpeper et Dereham furent exécutés. En février 1542, le Parlement adopta une loi d'attaque contre Catherine, la déclarant coupable de trahison sans procès officiel. Le 13 février 1542, elle fut exécutée à la Tour de Londres. Elle fut inhumée aux côtés de sa cousine Anne Boleyn dans la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens. La chute de Catherine marqua un nouvel épisode de l'histoire matrimoniale mouvementée d'Henri VIII.
Son exécution fut la deuxième des reines d'Henri à être exécutée pour des crimes présumés contre le roi. Les événements qui ont précédé son exécution ont mis en lumière la vulnérabilité des jeunes courtisans et les graves conséquences du non-respect des normes de conduite royale. Le manque de préparation de Catherine à la royauté, conjugué à son histoire personnelle et à ses choix, a contribué à sa rapide disgrâce. Son mariage a duré moins de 2 ans et son règne a été marqué à la fois par la faveur et la disgrâce qui a suivi. Les conséquences se sont prolongées au-delà de sa mort, car la réputation de la famille Howard a été ternie et la cour est devenue plus prudente dans ses relations avec les futures reines. La vie de Catherine reste un chapitre bref et éclairant de l'histoire des Tudors, remarquable par l'intersection de sa conduite personnelle, de la politique de cour et de l'autorité royale, à une époque où la monarchie exerçait un contrôle absolu sur la vie de ses sujets. Son histoire reflète les attentes strictes placées sur les femmes de la famille royale et les ressources limitées dont elle disposait en temps d'accusation et de danger politique. Catherine Parr, l'épouse survivante. Catherine Parr naquit en 1512, probablement à Kendal, dans le Westmoreland, de Sir Thomas Parr et de Maud Green. Sa famille était liée à la cour royale et elle reçut une éducation digne d'une noble femme avec un enseignement des langues, de la religion et des arts ménagers. Elle épousa en premières noces en 1529 Sir Edward Burgh, qui mourut quelques années plus tard. Elle épousa ensuite John Neville, 3 baron Latimer, en 1534. En tant que Lady Latimer, Catherine acquit l'expérience de la gestion de grandes maisons et de la gestion de l'instabilité politique, notamment lors du pèlerinage de Grasse, une révolte du Nord contre la couronne. Après la mort de son second mari en 1543, elle redevint veuve et résida à la cour où elle attira l'attention du roi Henri VIII. À cette époque, Catherine s'était intéressée à Thomas Seymour, frère de feu la reine Jeanne Seymour, mais lorsque le roi la demanda en mariage, elle accepta. Le 12 juillet 1543, elle devint la 6e et dernière épouse d'Henri. Catherine Parr avait une trentaine d'années, tandis qu'Henri avait plus de 50 ans et était en mauvaise santé. En tant que reine consort, elle assuma le rôle de gardienne et contribua à la stabilité de la maison d'Henri et de ses enfants. Elle joua un rôle déterminant dans la réconciliation entre le roi et ses filles Marie et Élisabeth, toutes deux déclarées illégitimes. Elle entretint également de bonnes relations avec le prince Édouard, seul héritier mâle d'Henri. Catherine soutint l'éducation de ses 3 enfants et encouragea l'usage de l'anglais dans les textes et l'enseignement religieux. Défenseur reconnu de la réforme religieuse, elle s'associa au mouvement protestant en plein essor, tout en restant prudente dans ses actions publiques. Elle écrivit plusieurs textes religieux, dont Prières ou Méditations en 1545, premier livre publié par une reine d'Angleterre sous son propre nom. En 1546, les tensions à la cour s'exacerbèrent lorsque des factions conservatrices tentèrent de saper sa position en l'accusant d'idées hérétiques. On dit qu'ils persuadèrent Henri VIII d'enquêter sur l'affaire, mais Catherine répondit en se soumettant à l'autorité du roi et en réaffirmant sa loyauté. Cela évita de nouveaux conflits et elle resta reine jusqu'à la mort d'Henri VIII. Henri VIII mourut le 28 janvier 1547 et Catherine fut nommée dans son testament, recevant une généreuse indemnité et le statut de reine douairière. Peu après sa mort, elle épousa en secret Thomas Seymour, sans demander l'approbation du conseil de régence. Ce mariage fut mal accueilli par certains membres de la cour et suscita la controverse. Catherine se retira de la vie de cour et s'installa au château de Sudeley, dans le Gloucestershire. En 1548, elle tomba enceinte pour la première fois. Elle donna naissance à une fille, Marie, en août de la même année, mais des complications survinrent après l'accouchement. Catherine souffrit de fièvre puerpérale et mourut le 5 septembre 1548. Elle fut enterrée dans la chapelle du château de Sudeley. Sa fille n'atteignit pas l'âge adulte et on sait peu de choses sur son sort ultérieur. Catherine Parr est principalement connue comme la seule épouse survivante d'Henri VIII. Son rôle de reine fut marqué par la modération, la diplomatie et l'habileté administrative. Elle conserva la faveur du roi, navigua dans les complexités de la politique de la cour
et contribua à l'éducation et au bien-être des enfants royaux. Son soutien à la réforme religieuse, bien que modéré, la plaça parmi les premiers promoteurs des idées protestantes en Angleterre. Elle utilisa sa position pour publier des ouvrages religieux et promouvoir la vie intellectuelle de la cour. Ces dernières années furent marquées par l'épanouissement personnel, mais aussi par les risques de l'accouchement, qui finirent par entraîner sa mort. L'héritage de Catherine comprend son influence sur la future reine Élisabeth IR et son exemple de reine consort érudite et responsable. Sa vie reflète les défis rencontrés par les femmes de la famille royale dans l'Angleterre des Tudors et les moyens limités, mais importants, dont elles disposaient pour façonner leur propre situation. Le rôle des femmes à la cour des Tudors était déterminé par leur statut social, leurs liens familiaux et les normes de genre et de bienséance de l'Angleterre du début de l'époque moderne. Les femmes de noblesse étaient fréquemment amenées à la cour comme dames d'honneur des reines et des princesses. Ces fonctions leur permettaient d'acquérir une expérience des coutumes de la cour, de participer aux réseaux sociaux et de rehausser le statut de leur famille. Les tâches d'une dame d'honneur comprenaient la prise en charge des besoins personnels de la reine, l'assistance à sa correspondance, la gestion de sa garde-robe et la participation aux cérémonies. Ces femmes étaient censées faire preuve d'obéissance, de modestie et de loyauté. En contrepartie, elles bénéficiaient d'opportunités d'avancement par le mariage ou le mécénat. Certaines femmes de la cour s'impliquaient dans les affaires politiques ou religieuses, mais leur engagement était limité par les restrictions imposées à leur genre. Leur influence était souvent informelle et s'exerçait par le biais de relations personnelles avec des hommes puissants. Les reines consorts jouaient un rôle unique, combinant devoirs cérémoniels et surveillance domestique. Leur principale responsabilité était de fournir un héritier mâle et de soutenir le monarque. Les reines couronnées de succès s'impliquaient également dans des œuvres caritatives, la pratique religieuse et l'administration des maisons royales. Leurs actions étaient étroitement surveillées et tout écart par rapport aux attentes pouvait entraîner une perte de statut ou de faveur. Plusieurs reines, comme Catherine d'Aragon et Catherine Parr, utilisèrent leurs fonctions pour promouvoir l'éducation et la réforme religieuse. Cependant, elles le firent avec prudence afin d'éviter des représailles politiques. Les filles royales, bien que n'étant pas toujours assurées d'un avenir prestigieux, participaient souvent à des mariages dynastiques destinés à renforcer les alliances politiques. Leur éducation mettait l'accent sur l'instruction religieuse, les langues et la bienséance. Marie et Élisabeth, filles d'Henri VIII, passèrent leurs premières années dans divers contextes, à la cour comme au foyer, souvent influencées par les caprices de leur mère. Leur rôle ultérieur de reine régnante furent exceptionnels et ne reflétaient pas l'expérience typique des femmes à la cour. Le règne d'Élisabeth Ier fut un rare exemple de femme régnant de plein droit, même si son règne resta limité par les attentes placées en elle. Aux rangs inférieurs de la cour, les femmes occupaient les fonctions de dames d'honneur, de femmes de chambre et de servantes. Ces postes exigeaient le respect de normes de conduite strictes et offraient peu de liberté personnelle. Les femmes occupant ces fonctions étaient vulnérables aux actions et aux attentions des hommes puissants, y compris du roi. Certaines femmes accédaient à la notoriété grâce à leurs relations personnelles avec le monarque, en tant qu'amante ou épouse potentielle, bien que cette ascension fût précaire et souvent temporaire. Le mariage demeurait un objectif central pour les femmes à la cour, car il pouvait améliorer la fortune familiale et consolider des alliances politiques. Les mariages étaient généralement arrangés par les parents masculins et privilégiaient la richesse, la lignée et la loyauté envers la couronne. Les veuves et les femmes nobles géraient parfois des domaines et assumaient des fonctions administratives, notamment en cas d'absence ou de décès de parents masculins. Si cela leur conférait une certaine autonomie, cela ne modifiait pas significativement les contraintes sociales générales auxquelles les femmes étaient confrontées. L'éducation des femmes à la cour variait selon les priorités familiales. Certaines familles nobles dispensaient un enseignement de la lecture, de l'écriture et des études religieuses. Quelques femmes, comme Margaret Beaufort et Anne Askew, jouèrent un rôle dans des mouvements religieux ou intellectuels, mais ces cas étaient des exceptions plutôt que la norme. En littérature, les traditions de l'amour courtois valorisaient parfois symboliquement le statut des femmes, bien que cela se traduisit rarement par une influence ou un pouvoir réel. Le rôle général des femmes à la cour des Tudors se limitait au service, à la représentation et aux fonctions dynastiques.
Leurs activités étaient conditionnées par l'autorité masculine et leurs valeurs étaient souvent évaluées à l'aune de leur utilité pour la famille ou le monarque. Malgré cela, certaines femmes parvenaient à naviguer dans la vie de cour avec habileté et discrétion, conservant leur position et assurant un héritage dans les limites de leur environnement. Leur contribution, bien que souvent non enregistrée ou sous-estimée, était essentielle au fonctionnement quotidien et à la vie cérémonielle de la cour des Tudors. L'influence de la religion et de la réforme anglaise. La religion et la réforme anglaise ont joué un rôle central dans le développement politique, social et culturel de l'Angleterre des Tudors. Avant la réforme, l'Église d'Angleterre était sous l'autorité du pape à Rome, et la doctrine catholique régissait la pratique religieuse. Le clergé exerçait un grand pouvoir, et les institutions religieuses contrôlaient d'immenses richesses et terres. Au début du XVIe siècle, les critiques contre certaines pratiques ecclésiastiques, comme le commerce des indulgences et la corruption cléricale, se multiplièrent. Les idées de réformateurs comme Martin Luther remettaient en cause l'autorité de l'Église catholique. En Angleterre, cependant, la réforme naquit davantage pour des raisons politiques que théologiques. Le roi Henri VIII demanda l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon, demande rejetée par le pape. Henri VIII rompit alors avec Rome et milita en faveur de changements juridiques qui aboutirent à la création de l'Église d'Angleterre. L'acte de suprématie, voté en 1534, proclama le roi chef suprême de l'Église d'Angleterre, transférant l'autorité religieuse du pape au monarque. Entre 1536 et 1541, la dissolution des monastères entraîna la fermeture des institutions monastiques et la confiscation de leurs biens par la couronne. Cette mesure transforma le paysage religieux et redistribua les richesses et les biens du royaume. Bien que la nouvelle Église ait conservé des éléments du catholicisme, des changements doctrinaux ont eu lieu. L'usage de la Bible anglaise a été autorisé, permettant un meilleur accès aux Écritures pour le peuple. Sous Édouard VI, successeur d'Henri VIII en 1547, les réformes protestantes se sont intensifiées. Livre de prière commune, et la liturgie fut modifiée, s'éloignant du modèle catholique. Ces réformes promouvaient la justification par la foi, rejetaient la vénération des saints et la transsubstantiation, abolissaient le célibat clérical et adoptaient l'anglais dans les services religieux. Le règne d'Édouard fut bref. Après sa mort en 1553, sa demi-sœur Marie Premen restaura le catholicisme. Elle rétablit l'autorité papale et persécuta les protestants, exécutant notamment d'éminents réformateurs. Cependant, sa tentative d'inverser la réforme échoua. Après sa mort en 1558, Élisabeth Ier monta sur le trône et établit un accord religieux pour assurer la stabilité. L'accord religieux élisabétain réaffirma le rôle du monarque en tant que gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Il réintroduisit le livre de prière commune avec des modifications destinées à séduire un plus large éventail de croyants. Cependant, l'accord ne satisfaisait pas tout le monde. Les catholiques étaient tenus d'assister aux offices anglicans, même si beaucoup continuaient à pratiquer leur foi en secret. Les réfractaires s'exposaient à des amendes et à des restrictions. En 1570, le pape excommunia Élisabeth, intensifiant les soupçons de trahison potentielle envers les catholiques. Des dissidents protestants, comme les puritains, apparurent également, exigeant des réformes plus radicales et une plus grande adhésion aux Écritures. La religion influençait de multiples domaines, de l'éducation au droit et au gouvernement. La fréquentation des églises était obligatoire, et la conformité religieuse était liée à la loyauté envers la couronne. L'impression et la diffusion de textes religieux ont favorisé l'alphabétisation et l'accès aux idées théologiques. L'identité religieuse s'est inextricablement liée à l'identité nationale, notamment en période de conflit avec les puissances catholiques comme l'Espagne. La réforme a jeté les bases de l'Église d'Angleterre moderne et a marqué un changement durable dans les relations entre religion et État. L'autorité ecclésiastique fut profondément transformée, affectant à la fois la vie institutionnelle et quotidienne. La réforme anglaise ne fut pas un événement isolé, mais une succession de processus influencés par des décisions politiques, des convictions personnelles et des pressions internationales. Son héritage perdure dans les débats sur l'autorité religieuse, la tolérance et le rôle de la foi dans la vie publique. Intrigues de cour et trahison,
Les intrigues de cour et les trahisons étaient monnaie courante dans la vie politique de l'Angleterre des Tudors, en particulier à la cour royale, où le pouvoir était étroitement lié à l'accès personnel au monarque. La cour des Tudors servait à la fois de résidence et de centre administratif, peuplé de nobles, de conseillers, de courtisans, de serviteurs et de serviteurs. Dans cet environnement concurrentiel, chacun recherchait faveur, promotion et influence, souvent au détriment des autres. Ambition, rivalité et suspicion créaient un climat où la loyauté était incertaine et les alliances changeaient. La structure de la cour favorisait la concurrence, et les décisions telles que les nominations, les mariages ou le mécénat dépendaient de l'approbation du roi. Ceux qui bénéficiaient de la confiance du monarque pouvaient rapidement s'élever, mais ceux qui la perdaient risquaient la disgrâce, l'emprisonnement ou l'exécution. L'un des premiers exemples notables fut la chute du cardinal Thomas Wolsey en 1529. Principal conseiller d'Henri VIII, il échoua à obtenir l'annulation du mariage du roi avec Catherine d'Aragon. Il fut déposé et mourut avant son procès, mais sa chute annonça les risques de perdre la faveur royale. Thomas Cromwell, son successeur, organisa la réforme anglaise et le mariage d'Henri avec Anne de Clèves. Cependant, le roi étant mécontent d'Anne, Cromwell tomba en disgrâce et fut exécuté en 1540. Son destin montra à quelle vitesse le destin pouvait basculer, même pour les plus puissants. Les reines furent également victimes d'intrigues. L'ascension et la chute d'Anne Boleyn furent marquées par des rivalités entre factions. Soutenue par des nobles réformateurs, elle devint reine en 1533. 3 ans plus tard, elle fut exécutée pour adultère, inceste et trahison. Les accusations étaient probablement fausses, motivées par des intérêts qui souhaitaient la remplacer par Jeanne Seymour. Son frère, George Boleyn, et plusieurs courtisans furent également exécutés. Catherine Howard, future reine, fut accusée de comportement immoral et exécutée en 1542. Dans les 2 cas, les accusations reflétaient davantage des intérêts politiques que la réalité. Informateurs, courtisans rivaux et opportunistes jouèrent un rôle clé dans ces dénouements. Le conseil privé et les factions de la cour opéraient en coulisses pour soutenir ou éliminer ceux qui recherchaient la faveur du roi. L'information était soigneusement gérée et la correspondance surveillée. Même des commentaires mineurs pouvaient être interprétés comme une trahison. Le recours au ban, instrument juridique permettant des sanctions sans procès, facilitait l'élimination des rivaux politiques. Sous le règne d'Édouard VI, bien que bref, des luttes de pouvoir eurent lieu. Son oncle, Édouard Seymour, duc de Somerset, assuma la fonction de Lord Protecteur, mais fut remplacé par John Dudley, duc de Northumberland. Somerset fut plus tard exécuté pour avoir conspiré contre le Conseil. Ces changements reflétaient les conflits entre nobles durant la minorité du roi. Sous le règne de Marie-Ire, les conflits religieux et l'instabilité politique exacerbèrent les divisions. L'exécution de Lady Jane Grey en 1554 résulta de la tentative de Northumberland de contrôler la succession en la proclamant reine pour seulement 9 jours. Le mariage de Marie avec Philippe d'Espagne fut impopulaire et déclencha la rébellion de Wyatt. Celle-ci fut suivie de sévères châtiments pour les conspirateurs et les dissidents royaux. Élisabeth Ire, plus habile en politique, fut également confrontée à des menaces internes. La présence de Marie, reine d'Écosse, en Angleterre était un foyer de conspiration catholique. Les complots de Ridolfi, de Throckmorton et de Babington visaient à destituer Élisabeth et à installer Marie sur le trône. Ces complots impliquaient des agents nationaux et étrangers et utilisaient des messages codés. La découverte du complot de Babington conduisit à l'exécution de Marie en 1587. Tout au long de la période Tudor, les intrigues de cour étaient une constante du pouvoir. L'avancement était lié aux relations personnelles et la trahison était utilisée comme un outil politique. La peur de la trahison façonnait la politique et les comportements. La cour était un espace d'opportunité mais aussi de risques constants, où les erreurs ou la perte de confiance pouvaient être fatales. Le sort des enfants du roi à Henri VIII reflète l'instabilité politique et les transformations religieuses de l'Angleterre des Tudors. Henri eut 3 enfants légitimes qui survécurent à la petite enfance. Marie,
née en 1516 de Catherine d'Aragon, Élisabeth, née en 1533 d'Anne Boleyn, et Édouard, né en 1537 de Jane Seymour. Marie, l'aînée, fut déclarée héritière légitime dès sa naissance. Elle eut sa propre maison et reçut une éducation formelle basée sur la doctrine catholique et le programme humaniste typique des enfants royaux. Cependant, lorsqu'Henri annula son mariage avec Catherine d'Aragon au début des années 1530, Marie fut déclarée illégitime et exclue de la ligne de succession. Elle fut contrainte de vivre dans des conditions précaires et séparée de sa mère. Son statut fut partiellement rétabli plus tard sous le règne d'Henri, mais sa position demeura incertaine. Élisabeth fut déclarée héritière légitime après la reconnaissance du mariage d'Anne Boleyn avec Henri. Elle reçut une éducation similaire à celle de sa demi-sœur et fut placée dans sa propre maison. Après l'exécution d'Anne Boleyn en 1536, Élisabeth fut également déclarée illégitime. Comme Marie, elle fut exclue de la ligne de succession, bien que toutes deux furent rétablies ultérieurement par le troisième acte de succession de 1543. Édouard, seul héritier mâle légitime, eut la priorité. Il fut soigneusement éduqué par des érudits protestants et préparé à gouverner selon les principes religieux réformés. Après la mort d'Henri VIII en 1547, Édouard devint roi à l'âge de 9 ans. Un conseil de régence fut établi, d'abord dirigé par son oncle, Édouard Seymour, duc de Somerset, puis par John Dudley, duc de Northumberland. Sous le règne d'Édouard, l'Église d'Angleterre adopta des réformes protestantes plus radicales, notamment la publication du livre de la prière commune et l'élimination de nombreuses pratiques catholiques traditionnelles. La santé d'Édouard fut fragile tout au long de sa vie et, au début de 1553, il était évident qu'il était mourant. Pour empêcher la succession de sa demi-sœur catholique, Marie, Édouard soutint un plan visant à placer Lady Jane Grey sur le trône. Lady Jane, protestante et arrière-petite-fille d'Henri VII, fut proclamée reine en juillet 1553, mais Marie rassembla rapidement des soutiens et revendiquait le trône. Elle fut déposée 9 jours plus tard, puis exécutée. Marie devint reine en 1553 et tenta d'inverser les réformes protestantes mises en œuvre sous son frère. Elle rétablit l'autorité papale et ramena l'Angleterre au catholicisme. Son règne fut marqué par la persécution des protestants, des centaines d'entre eux étant exécutés pour hérésie. Le mariage de Marie avec Philippe d'Espagne fut impopulaire et elle n'eut pas d'héritier. Elle subit de multiples grossesses nerveuses et mourut en 1558, probablement d'un cancer. Élisabeth succéda à Marie et devint reine en 1558. Son accession au trône marqua le début d'un règne long et stable. Elle établit l'établissement religieux élisabétain, qui réaffirma l'indépendance de l'Église d'Angleterre, tout en adoptant une doctrine protestante modérée. Élisabeth resta célibataire et sans enfant toute sa vie, ce qui lui valut le titre de reine vierge. Son règne fut marqué par ses efforts pour maintenir l'unité religieuse, gérer les menaces étrangères et renforcer la monarchie. Elle soutint l'exploration, protégea les arts et s'efforça d'éviter toute implication directe dans les conflits européens. Le destin des enfants d'Henri VIII fut profondément influencé par les forces religieuses et politiques. Leurs expériences reflétaient les changements plus vastes qui s'opéraient en Angleterre, alors que la monarchie redéfinissait sa relation avec l'Église et naviguait dans les divisions internes. Les 3 enfants montèrent sur le trône, événement unique dans l'histoire anglaise. Mais seule Élisabeth régna longtemps et laissa un héritage durable. La dynastie Tudor prit fin avec la mort d'Élisabeth en 1603, ouvrant la voie à la lignée des Stuarts. Les expériences de Marie, Élisabeth et Édouard illustrent la complexité de la vie royale dans une période d'incertitude et de transition, façonnée par les décisions de leur père et les courants plus larges de l'histoire anglaise. Amour ou devoir? Mariage après la couronne? Dans l'Angleterre des Tudors, les mariages royaux étaient régis par le devoir, les convenances dynastiques et la stratégie politique, plutôt que par l'affection personnelle. Ces unions étaient des instruments de diplomatie, d'alliance et de succession.
Si l'attachement affectif jouait parfois un rôle, il était secondaire par rapport aux responsabilités de la monarchie et aux exigences du gouvernement. Les 6 mariages du roi Henri VIII illustrent la tension constante entre désir personnel et devoir royal. Son premier mariage avec Catherine d'Aragon, en 1509, consolida l'alliance politique entre l'Angleterre et l'Espagne. Catherine avait auparavant épousé Arthur, le frère aîné d'Henri, mais leur union fut brève en raison de la mort prématurée d'Arthur. Pour épouser Henri, une dispense papale était nécessaire, l'Église jugeant problématique d'épouser la veuve d'un frère. La dispense fut accordée au motif que le mariage précédent n'avait pas été consommé. Bien que les premières années aient été stables, l'absence d'héritier mâle survivant poussa Henri à demander l'annulation du mariage. Cette décision déclencha une crise politique et religieuse de grande ampleur. Son mariage suivant, avec Anne Boleyn, naquit après des années de cour et du désir d'Henri d'avoir un fils. Bien que marquée par une véritable attirance, cette union avait également des motivations politiques et dynastiques. Anne donna naissance à une fille, Élisabeth, mais ne parvint pas à lui donner d'héritier mâle. Sa disgrâce et son exécution ultérieure illustrent la facilité avec laquelle les mariages royaux pouvaient se transformer en de dangereux engagements politiques. La troisième épouse, Jeanne Seymour, parvint à donner à Henri le fils qu'il désirait depuis longtemps, Édouard. Bien que ce mariage fût de courte durée en raison de la mort de Jeanne en couches, Henri le considérait comme un succès dynastique. Il la considérait comme une épouse accomplissant son devoir. Le quatrième mariage avec Anne de Clèves avait des objectifs politiques. Obtenir une alliance avec un État protestant allemand. Cependant, l'union ne fut pas consommée et fut annulée quelques mois plus tard. Henri VIII exprima son mécontentement personnel. Même si Anne fut traitée avec une relative générosité et conserva sa dignité à la cour. La cinquième épouse, Catherine Howard, beaucoup plus jeune que le roi, fut choisie pour sa beauté physique et l'influence des factions de la cour. Cependant, elle fut exécutée pour adultère présumé, soulignant les dangers de ne pas se conformer aux normes de conduite imposées à la royauté. Catherine Parr, sixième et dernière épouse d'Henri, fut choisie pour sa maturité et sa capacité à prendre soin du roi malade. Leur mariage était davantage fondé sur le devoir que sur l'amour. Après la mort d'Henri, elle épousa Thomas Seymour, une décision personnelle qui démontre sa capacité à agir au-delà des limites de la royauté. Parmi les enfants d'Henri, le mariage était une affaire complexe. Édouard VI ne se maria jamais en raison de sa mort prématurée. Marie Eyre épousa Philippe II d'Espagne en 1554, cherchant à restaurer le catholicisme et à renforcer les liens avec les Habsbourg. Cependant, cette union fut impopulaire en Angleterre et ne laissa pas d'enfants. Élisabeth I ne se maria jamais. Son célibat fut interprété comme une stratégie visant à maintenir son pouvoir et son autonomie. Elle utilisa son célibat comme un outil diplomatique sans s'engager dans une quelconque union. En dehors de la famille royale immédiate, la noblesse considérait également le mariage comme une transaction politique. Les alliances familiales, la consolidation des biens et la loyauté envers la couronne étaient des priorités. Les mariages étaient arrangés par les parents ou les tuteurs, et les femmes en particulier avaient peu de pouvoir, leur rôle principal étant de produire des héritiers et de gérer le foyer. L'affection pouvait exister, mais elle restait exceptionnelle. Dans l'Angleterre des Tudors, le mariage était essentiellement une institution de contrôle, de continuité et de pouvoir. L'amour n'était pas absent, mais il était rarement au centre des préoccupations. L'épée du bourreau jouait un rôle spécifique et limité dans la peine capitale sous l'Angleterre des Tudors. L'exécution était un acte légal ordonné par la couronne ou l'autorité judiciaire, utilisé pour obtenir l'obéissance, éliminer les menaces politiques et maintenir l'ordre public. Bien que la plupart des exécutions aient été effectuées à la hache, l'épée était parfois employée, notamment pour les personnes de haut rang, car elle était considérée comme une méthode plus honorable. Son utilisation était rare en Angleterre, où la hache était l'instrument standard. Le cas le plus emblématique de l'usage de l'épée fut l'exécution d'Anne Boleyn en 1536. Anne, seconde épouse du roi Henri VIII, fut accusée d'adultère, d'inceste et de trahison. Bien que les accusations aient probablement été exagérées ou inventées, elle fut condamnée à mort.
À la demande d'Henri, un bourreau français spécialisé dans l'utilisation de l'épée fut appelé. Cette méthode était considérée comme plus précise et moins douloureuse que la hache. L'exécution eut lieu à la Tour de Londres. La mort d'Anne par l'épée fut une exception et ne constitua pas une pratique courante. La plupart des exécutions, même celles des nobles, continuèrent d'être pratiquées à la hache. Les personnes reconnues coupables de trahison, en particulier les hommes, étaient généralement exécutées par pendaison, exécution par écartèlement et par décapitation, un châtiment brutal comportant plusieurs degrés de souffrance. Les femmes, en revanche, étaient généralement brûlées vives ou décapitées, cette dernière méthode étant considérée comme plus compatissante. Le bourreau jouait un rôle redouté mais essentiel. Il était formé pour accomplir ses tâches rapidement et proprement. Une décapitation ratée, où la hache ne parvenait pas à décapiter d'un seul coup, était considérée comme un échec et pouvait entraîner des protestations publiques ou la disgrâce. Par conséquent, la précision et l'habileté étaient des qualités hautement valorisées. Malgré leur rôle crucial, les bourreaux ne jouissaient pas du respect social, bien qu'ils fussent protégés par la loi et récompensés pour leur travail. Dans les affaires très médiatisées, la méthode d'exécution était soigneusement choisie, servant à la fois de message politique et de procédure judiciaire. L'épée véhiculait la dignité ou la piété, tandis que la hache était considérée comme la norme. Les exécutions étaient des spectacles publics. La foule assistait, témoin de l'autorité royale et de la justice. Le condamné devait parler avant de mourir, faire des aveux ou prononcer ses derniers mots, renforçant la légitimité du châtiment. Les lieux d'exécution variaient selon le statut social et le crime commis. Les criminels de droit commun étaient exécutés en public dans des lieux comme Tyburn, tandis que les nobles étaient exécutés à la Tour de Londres ou dans d'autres lieux désignés. La plateforme, l'arme et le décor étaient soigneusement choisis, reflétant le rang du condamné et la gravité du crime. Dans ce contexte, l'épée symbolisait un raffinement réservé à quelques privilégiés. Après Anne Boleyn, seules quelques personnes furent exécutées par l'épée en Angleterre. Parmi elles, Margaret Pole, comtesse de Salisbury, dont l'exécution en 1541 fut bâclée et effectuée à la hache, soulignant la brutalité et l'incertitude de tels châtiments. Les outils du bourreau, notamment les épées et les haches, étaient sous le contrôle des autorités royales ou civiles et étaient souvent personnalisés. L'épée utilisée lors de l'exécution d'Anne fut probablement importée de France et conçue spécifiquement pour les décapitations. Plus longue et plus fine que les armes de combat, elle était optimisée pour une incision nette au niveau du cou. La cérémonie comprenait la lecture de la sentence, le bandeau sur les yeux du condamné et le positionnement précis du corps. Les mouvements du bourreau étaient mesurés et efficaces, garantissant une exécution rapide et sans erreur. En bref, l'épée du bourreau, bien que secondaire dans l'histoire de la peine capitale anglaise, jouait un rôle cérémoniel et symbolique dans des cas exceptionnels. Elle ne remplaçait pas la hache comme principal instrument d'exécution, mais son utilisation à des moments clés démontrait le soin avec lequel les méthodes étaient choisies en fonction du message véhiculé. Le rôle des alliances étrangères dans l'Angleterre des Tudors était fondamental pour la stratégie diplomatique, la stabilité politique et la protection des intérêts nationaux. Ces alliances étaient établies par le biais de traités, d'accords commerciaux et de mariages dynastiques, influençant la politique intérieure et guidant les décisions des monarques et de leurs conseillers. L'Angleterre, puissance mineure au début de la période Tudor, avait besoin d'alliances soigneusement négociées pour contrer la puissance de nations comme la France et le Saint-Empire romain germanique. Henri VII, premier roi Tudor, adopta une diplomatie prudente pour consolider sa dynastie. En 1489, il signa le traité de Medina del Campo avec les rois catholiques d'Espagne, qui prévoyait le mariage de son fils Arthur avec Catherine d'Aragon. Cette alliance visait à légitimer son règne et à freiner l'expansion française. Malgré la mort d'Arthur en 1502, Henri VII favorisa l'union de Catherine avec son second fils, Henri, afin de préserver l'alliance, une initiative qui aurait des conséquences décisives lors de la réforme anglaise. Sous le règne d'Henri VIII, les alliances étrangères devinrent plus instables. Au début de son règne, il rechercha la gloire militaire en France.
s'alliant temporairement à l'Espagne et au Saint-Empire romain germanique. Cependant, l'évolution de la politique internationale entraîna de fréquents changements d'alliés. Le camp du Drape d'Or en 1520, une rencontre fastueuse avec François Ier de France, constitua une tentative d'entente, bien qu'elle ne produisit pas de résultats durables. Sa décision d'annuler son mariage avec Catherine dans les années 1530 marqua une rupture avec l'Espagne et le pape, isolant diplomatiquement l'Angleterre. Cela força Henri à rechercher de nouvelles alliances, notamment avec les États protestants allemands. Son mariage avec Anne de Clèves en 1540 visait à renforcer ses liens, bien que l'union fût annulée au bout de quelques mois, reflétant le caractère éphémère de nombreuses alliances dynastiques. Durant la minorité d'Édouard XVI, l'Angleterre resserra ses liens avec les États réformés d'Europe. Le protecteur Somerset, puis le duc de Northumberland, favorisèrent ces alliances par affinité religieuse. Le traité de Greenwich de 1543 proposa l'union de l'Angleterre et de l'Écosse par le mariage d'Édouard avec Marie, reine d'Écosse. Cependant, le rejet de ce projet par les Écossais provoqua un conflit militaire. Sous Marie Eyre, la politique s'orienta à nouveau vers les alliances catholiques. Son mariage avec Philippe d'Espagne en 1554 renoua les liens entre l'Angleterre et l'Empire des Habsbourg et l'Église catholique. Bien que visant à renforcer la foi catholique, cette union fut impopulaire auprès des Anglais par crainte d'une domination étrangère. De plus, elle provoqua un conflit avec la France et la perte de Calais en 1558, dernière possession anglaise sur le continent. Sans héritier, la mort de Marie mit fin à la tentative de restauration catholique. Élisabeth Eyre adopta une diplomatie plus prudente et plus souple. Elle utilisa la possibilité du mariage comme un outil sans s'engager dans des alliances définitives. Elle envisagea des prétendants de France, d'Espagne et du Saint-Empire romain germanique, mais évita les alliances matrimoniales formelles. Son ambiguïté lui permit d'équilibrer les relations internationales. Elle soutint les rebelles protestants aux Pays-Bas et défia l'Espagne, ce qui culmina avec la confrontation avec l'armada espagnole en 1588. Malgré une victoire significative de l'Angleterre, les tensions avec l'Europe persistèrent. Tout au long de l'ère Tudor, les alliances étrangères étaient essentielles pour gérer les menaces, protéger les routes commerciales et influencer les politiques de succession et de mariage. Ces alliances, souvent temporaires, répondaient aux changements de dirigeants, aux tensions religieuses et aux dynamiques de pouvoir européennes. Le succès de chaque alliance dépendait du contexte politique international et de la capacité des monarques Tudors à s'adapter aux circonstances changeantes, préservant ainsi la pertinence diplomatique de l'Angleterre. La vie après Henry. Après la mort d'Henri VIII le 28 janvier 1547, l'Angleterre entra dans une période de profonde incertitude politique, de division religieuse et de transformation institutionnelle. Le trône passa à son fils de 9 ans, Édouard VI, qui, étant mineur, ne pouvait gouverner directement. Un conseil de régence fut alors établi, dirigé par Édouard Seymour, duc de Somerset, qui prit le titre de Lord Protecteur. Sous son règne, les réformes protestantes s'accélérèrent, poursuivant les politiques religieuses initiées par Henri. En 1549, le livre de prières communelles et services religieux furent ordonnés en anglais. Les pratiques catholiques traditionnelles furent éliminées, ce qui provoqua des troubles comme la révolte du livre de prières dans le sud-ouest de l'Angleterre. Somerset fut déposé et remplacé par John Dudley, duc de Northumberland, qui promouvait des réformes protestantes plus radicales. Pour s'assurer le contrôle politique, il arrangea le mariage de son fils avec Lady Jane Grey. Début 1553, la santé d'Édouard VI se dégradait rapidement. Craignant que la fille d'Henri, la catholique Marie, n'accède au trône et ne renverse les réformes, Édouard désigna Lady Jane Grey comme successeur. À la mort d'Édouard en juillet 1553, Jeanne fut proclamée reine, mais son règne ne dura que 9 jours. Marie réussit à rallier le soutien populaire et à faire valoir ses droits légitimes, déposa Jeanne et, après sa capture, ordonna son exécution. Sous le nom de Marie Eyre, la nouvelle reine annula rapidement les réformes protestantes.
Elle rétablit l'autorité papale et les doctrines catholiques romaines. En 1554, elle épousa Philippe d'Espagne, renforçant ainsi l'alliance avec l'Empire des Habsbourg, mais suscitant un mécontentement interne. Son règne fut marqué par la persécution acharnée des protestants. Des centaines de personnes furent exécutées pour hérésie, ce qui lui valut le surnom de Marie la Sanglante. La perte de Calais en 1558 marqua la fin des possessions anglaises sur le sol français. La même année, Marie mourut sans descendance, et la couronne passa à sa demi-sœur Élisabeth Ire. Son accession au trône marqua un tournant décisif. Elle instaura l'Élisabéthire, qui instaura une forme modérée de protestantisme, rejetant les extrémismes religieux. Élisabeth fut nommée gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, consolidant ainsi l'autorité royale sur les questions religieuses. Son règne favorisa la stabilité politique, la croissance économique et une diplomatie prudente. Élisabeth Ire dut faire face à de nombreux défis. Menaces extérieures des puissances catholiques, pressions internes pour se marier et s'assurer un héritier, et complots visant à la remplacer. Elle resta célibataire, et son image de reine vierge devint essentielle à son identité publique. Son règne fut marqué par un essor culturel et éducatif, ainsi que par le début de l'expansion maritime, avec des personnalités telles que Francis Drake et Walter Raleigh. L'un des défis les plus persistants fut la présence en Angleterre de Marie, reine d'Écosse, qui s'enfuit en 1568 après avoir été forcée d'abdiquer. Elle fut assignée à résidence pendant près de 20 ans. En 1586, son implication dans le complot de Babington visant à assassiner Élisabeth fut découverte. Elle fut jugée et exécutée en 1587. L'année suivante, Philippe II d'Espagne envoya l'armada espagnole envahir l'Angleterre. Grâce à l'habileté navale anglaise et aux conditions météorologiques défavorables, l'invasion échoua, marquant une victoire nationale décisive pour Élisabeth. Le long règne d'Élisabeth dura jusqu'en 1603, date à laquelle elle mourut sans héritier. Jacques XVI d'Écosse, fils de Marie Stuart, lui succéda et devint Jacques Ier d'Angleterre. Cette union des couronnes marqua le début de la dynastie Stuart et la fin de l'ère Tudor. La vie après Henri VIII fut marquée par les conséquences durables de ses décisions en matière de religion, de succession et de gouvernement. La transmission du trône entre ses trois fils mit en lumière la fragilité de l'héritage royal et l'importance de la religion dans l'autorité politique. La consolidation de l'Église d'Angleterre et la transition vers les Stuarts marquèrent une nouvelle étape dans l'histoire monarchique anglaise. Amants royaux et romances courtoises, les maîtresses royales et les romances courtoises jouaient un rôle important, quoique officieux, dans la dynamique sociale et politique de l'Angleterre des Tudors. Si le mariage royal était une institution formelle déterminée par des nécessités politiques, les relations extraconjugales, notamment celles des monarques, étaient moins réglementées et menées avec plus de discrétion. Ces relations n'étaient pas toujours cachées, mais elles étaient rarement officiellement reconnues. Les maîtresses pouvaient influencer la faveur royale, l'accès à la cour et la réputation de la famille royale, bien que leur position fût instable et fluctuante. Les exemples les plus notoires de maîtresses royales datent du règne d'Henri VIII. Avant son mariage avec Catherine d'Aragon, Henri VIII eut plusieurs brèves liaisons, bien que peu de documents détaillés existent. Une fois marié, il entretint plusieurs relations extraconjugales, la plus notable étant celle d'Élisabeth Plomb. Dame de compagnie, elle donna naissance en 1519 à Henry Fitzroy, le seul fils illégitime reconnu du roi. Fitzroy reçut d'importants titres de noblesse et fut considéré comme un héritier potentiel, bien qu'il mourût jeune et sans descendance. Une autre figure importante était Marie Boleyn, également dame d'honneur de Catherine et sœur d'Anne Boleyn. On suppose que sa relation avec Henri débuta avant qu'il ne s'intéresse à Anne. Bien que les détails soient incertains, la position de Marie à la cour s'améliora temporairement grâce à sa proximité avec le roi, même si elle fut éclipsée par la notoriété ultérieure de sa sœur. Anne Boleyn représente un cas exceptionnel dans la dynamique de la cour. Son ascension de dame d'honneur à reine consort illustre comment une relation amoureuse pouvait profondément modifier l'ordre politique. Anne conserva son intimité avec Henri en échange de fiançailles officielles
ce qui conduisit finalement à l'annulation du mariage d'Henri avec Catherine et à l'établissement de l'Église d'Angleterre. Bien qu'elle devienne finalement reine, ses origines et sa relation avec le monarque reflètent une pratique courante. Les romances de cour comme voie potentielle d'ascension sociale et politique. Au-delà des relations du roi, des romances entre courtisans et dames existaient également, bien qu'elles fussent soumises à un contrôle rigoureux. Les mariages entre nobles nécessitaient souvent l'approbation royale, car ils pouvaient avoir des implications politiques. Les relations amoureuses non autorisées pouvaient avoir de graves conséquences. Un exemple tragique fut la relation entre Thomas Culpeper et la reine Catherine Howard, qui se termina par leur exécution pour trahison. Ce cas souligne que la romance, bien qu'existante, devait se conformer aux normes de conduite et de loyauté envers le monarque. La conduite à la cour était étroitement surveillée, en particulier celle des femmes au service de la reine. Elles étaient tenues à une attitude modeste et discrète. Toute transgression pouvait entraîner la destitution ou des peines plus sévères. Le comportement du roi influençait directement les normes et les attentes du reste de la cour. Si les reines étaient tenues à des normes strictes, les rois jouissaient d'une plus grande liberté. Cependant, les choix romantiques du monarque pouvaient modifier l'équilibre des pouvoirs et influencer la perception du gouvernement par le public. En dehors du règne d'Henri VIII, les documents sur les maîtresses royales sont moins nombreux. Édouard VI mourut jeune et célibataire. Marie Eyre n'eut aucune liaison extra-conjugale connue. Élisabeth Eyre, quant à elle, se déclara mariée à son royaume, bien que sa proximité avec Robert Dudley, comte de Leicester, ait donné lieu à d'intenses spéculations. Bien que leur relation amoureuse n'ait jamais été confirmée, l'attention publique portée à leur liaison reflète la sensibilité du sujet à la cour. Son image de virginité et sa retenue personnelle limitèrent le développement des romances de cour impliquant la couronne. Tout au long de l'époque Tudor, les romances de cour se développaient dans un cadre structuré de hiérarchie, de protocoles et d'attentes. Les maîtresses royales et les relations entre courtisans pouvaient influencer les alliances, les nominations et les politiques. Si l'affection était présente, son expression devait s'aligner sur les intérêts du gouvernement et l'image publique du pouvoir. Mode, statut et image à la cour des Tudors. À la cour des Tudors, la mode, le statut et l'image étaient étroitement liés à la hiérarchie sociale, à l'autorité royale et à la réglementation de l'apparence publique. Le vêtement n'avait pas seulement une fonction pratique, mais était aussi un symbole visible du rang, de la richesse et du rôle au sein de la cour. Les lois somptuaires limitaient les types de tissus, de couleurs et d'ornements que chaque personne pouvait porter, maintenant ainsi une nette séparation entre les classes sociales. Ces lois reflétaient la contribution de l'apparence à l'ordre social existant. La noblesse et ceux qui servaient le monarque devaient s'habiller en harmonie avec leur rang. Le style et les matières témoignaient du statut et de la loyauté. Les tissus comme la soie, le velours, le satin et le brocart d'or étaient réservés aux classes supérieures. Les doublures en fourrure et les broderies complexes étaient des signes de richesse et d'accès à une main-d'œuvre qualifiée. Des couleurs comme le violet et le cramoisi étaient associées à la royauté en raison du coût élevé des teintures. Les accessoires tels que les bijoux, les coiffes, les gants et les ceintures complétaient la tenue et exprimaient le raffinement. Le monarque imposait les tendances de la mode à la cour. Henri VIII, par exemple, portait des robes richement ornées, aux épaules larges et aux manches volumineuses, qui projetaient puissance, masculinité et autorité. Sa tenue était conçue pour exagérer sa présence physique, construisant une image dominante. Les portraits officiels de son règne renforçaient ses attributs, servant d'instrument du pouvoir visuel du souverain. Sous le règne d'Élisabeth Eyre, la mode évolua en complexité et en symbolisme. Élisabeth utilisa son image avec stratégie, choisissant des robes, des bijoux et des cosmétiques élaborés pour consolider son autorité de reine vierge. Sa garde-robe était vaste, organisée et soigneusement contrôlée. Les portraits d'Élisabeth suivaient des schémas visuels qui soulignaient sa majesté et son intemporalité. Le maquillage à base de céruse créait un teint pâle, symbole de noblesse, contrastant avec l'apparence de celles qui travaillaient au soleil. Les dames de la cour suivaient les normes établies par la reine. Leur tenue reflétait la richesse et le statut de leur famille.
Les robes se caractérisaient par des corsages rigides, des jupes amples maintenues par des volants et des manches amovibles ou interchangeables. Les décolletés, les fraises et les cols hauts encadraient le visage, ajoutant une complexité visuelle. Les cheveux étaient soigneusement coiffés et recouverts de capuchons français ou à pignon, selon le protocole ou la mode du moment. La mode masculine comprenait des pourpoints moulants, des jambières, des capes et des vêtements matelassés pour créer une silhouette robuste. Les hommes arboraient des barbes soignées, des chapeaux décorés et des chaînes indiquant leur fonction ou leur rang. Chaque article variait selon l'âge, la position et la fonction au sein de la cour. Des événements tels que les mascarades, les défilés et les cérémonies d'État offraient l'occasion d'exhiber des costumes raffinés et de renforcer l'ordre hiérarchique. Les tailleurs, les brodeurs et les marchands de tissus jouaient un rôle essentiel dans le maintien de cette apparence idéale. Les archives de la garde-robe royale documentent en détail la confection de ces vêtements, démontrant leur valeur politique et économique. Les visiteurs étrangers soulignaient fréquemment la richesse et l'opulence de la cour d'Angleterre. La mode était également une expression de l'identité nationale. Sous le règne d'Élisabeth, les styles anglais étaient privilégiés par rapport aux styles continentaux, bien que l'influence de l'Italie, de la France et de l'Espagne persistât. Les importations jouèrent un rôle essentiel dans la création des tendances à la cour. Changer de style ou porter certaines couleurs pouvait être interprété comme un acte de loyauté ou un signe de faveur politique. Une tenue vestimentaire inappropriée était considérée comme un manque de respect envers le souverain ou un manquement au devoir. Au-delà des vêtements, l'image à la cour des Tudors comprenait les manières, le langage et le comportement. Tous ces aspects formaient une représentation complète du rôle social de chaque personne. La mode, soigneusement réglementée et affichée, fonctionnait comme un langage visuel non verbal qui communiquait statut, loyauté et ambition. Dans l'Angleterre des Tudors, l'apparence était un outil stratégique dans un environnement hiérarchique et compétitif. L'ombre d'Anne Boleyn. L'ombre d'Anne Boleyn plana sur la cour des Tudors bien après son exécution en 1536. Seconde épouse du roi Henri VIII et mère de la reine Élisabeth I, son influence s'étendit au-delà de son bref mandat de reine consort. Son mariage avec le roi marqua un tournant dans l'histoire anglaise, catalysant la réforme anglaise et la rupture avec l'autorité papale. Les conséquences politiques et religieuses de leur union modifièrent profondément la structure de l'Église et de l'État anglais. Sa chute, fondée sur des accusations d'adultère, d'inceste et de trahison, fut rapide et définitive, même si les circonstances de son arrestation et de son procès demeurèrent un sujet de débat à la cour. Son exécution créa un précédent inquiétant quant à la vulnérabilité des reines et au pouvoir des factions de la cour à influencer la faveur royale. Bien qu'officiellement exclu du récit de la légitimité, son héritage perdura à travers sa fille Élisabeth, déclarée illégitime à la mort d'Anne, mais rétablie plus tard dans la ligne de succession. L'accession au trône d'Élisabeth en 1558 réintroduisit le nom d'Anne dans la mémoire de la cour. Cependant, il fut traité avec prudence et rarement mentionné ouvertement. Sous le règne d'Élisabeth, les références publiques à sa mère étaient rares. Pourtant, l'entourage de la reine comprenait que le souvenir d'Anne était essentiel à la construction de son identité personnelle et politique. Élisabeth conserva certains biens de sa mère et s'intéressa aux personnes liées à la famille d'Anne. Malgré cela, elle évita tout commentaire public sur son exécution ou sur les événements qui la précédèrent, reflétant le lourd fardeau controversé qui entourait encore le nom d'Anne. Sous Élisabeth, la culture de la cour adopta des caractéristiques liées à l'influence d'Anne, telles que le soutien à la réforme protestante, l'importance accordée à l'éducation et la présence importante de figures féminines influentes. Plusieurs personnes ayant servi Anne ou sympathisé avec sa cause occupèrent des postes de confiance sous le règne d'Élisabeth. L'image soigneusement construite d'Élisabeth, ainsi que son choix de rester célibataire, purent peu être influencés par sa conscience des conséquences que sa mère encourait en raison de sa proximité avec le pouvoir. Les critiques politiques utilisèrent parfois le sort d'Anne pour remettre en question la légitimité d'Élisabeth ou pour suggérer que le comportement de sa mère avait jeté une ombre négative sur la dynastie. Bien que ces commentaires fussent passés sous silence,
il démontrait que la réputation d'Anne restait vivace dans la mémoire politique. Les diplomates étrangers étaient conscients du caractère sensible du sujet et il était conseillé aux ambassadeurs de l'éviter lors de leurs audiences avec la reine. Les écrivains et chroniqueurs des règnes ultérieurs ont interprété l'histoire d'Anne de diverses manières. Certains l'ont dépeinte comme une victime d'intrigues politiques, tandis que d'autres ont souligné son ambition et son rôle dans la transformation religieuse. L'intérêt constant pour Anne a été alimenté par la préservation de lettres, de portraits et de témoignages contemporains qui ont enrichi les analyses historiques ultérieures. Son image fut utilisée comme symbole pour diverses causes, de la réforme protestante à l'avancement des femmes à la cour. Au sein de la famille royale, son souvenir influença les perceptions de l'héritage et de la succession. Bien qu'Anne n'eût qu'un seul fils survivant, son rôle de mère d'une reine régnante la replaça au cœur du récit dynastique. Élisabeth, par ses symboles personnels et l'exaltation de la lignée Tudor, témoigna indirectement de sa reconnaissance envers sa mère. La chute d'Anne servit d'avertissement quant à l'instabilité de la faveur royale et au danger des intrigues de cour. Sa brève notoriété et sa fin tragique illustrèrent l'instabilité du pouvoir à la cour des Tudors. Des décennies après sa mort, son nom resta associé à la fois à l'innovation et à la controverse. Son influence, bien que discrète, perdura malgré les événements politiques et religieux de l'époque et son héritage, notamment à travers Élisabeth, garda sa présence dans la conscience de la monarchie anglaise. L'héritage des six épouses d'Henri VIII se définit par leur rôle individuel dans l'histoire anglaise à travers leur mariage, leur influence sur le roi et leur contribution au développement dynastique et religieux. Chaque reine consort joua un rôle spécifique dans les événements politiques et personnels de la cour des Tudors, et leur influence collective se prolongea bien au-delà de leur vivant. Catherine d'Aragon fut la première épouse d'Henri VIII et resta mariée à ce dernier pendant plus de 20 ans. Son incapacité à donner naissance à un héritier mâle survivant entraîna l'annulation du mariage, déclenchant la réforme anglaise et la rupture avec l'autorité papale qui s'ensuivit. Leur fille Marie deviendrait plus tard la première reine régnante d'Angleterre. Le refus obstiné de Catherine d'accepter l'annulation contribua à créer un précédent en matière de résistance féminine à la politique royale. Anne Boleyn, seconde épouse d'Henri VIII, joua un rôle déterminant dans les bouleversements religieux et politiques qui suivirent. Son mariage avec le roi entraîna le rejet de la juridiction papale, conduisant à la formation de l'Église d'Angleterre. Elle donna naissance à Élisabeth, qui régnerait plus tard comme l'un des plus grands monarques d'Angleterre. L'exécution d'Anne pour adultère et trahison marqua un tournant dans l'histoire royale et servit d'avertissement quant aux conséquences d'une disgrâce. Jeanne Seymour, la troisième épouse, réussit là où ses prédécesseurs avaient échoué en donnant naissance à un héritier mâle, Édouard VI. Sa mort, peu après la naissance de son enfant, contribua à la pérennité de son image d'épouse favori du roi. Son héritage se perpétua durant le règne bref mais marquant d'Édouard, qui consolida les réformes protestantes. Anne de Clèves, la quatrième épouse, contribua à l'évolution politique en alignant brièvement l'Angleterre sur les États protestants allemands. Bien que son mariage avec Henri fût annulé 6 mois plus tard, son acceptation de l'accord lui permit de rester en Angleterre avec une généreuse indemnité et le titre honorifique de sœur du roi. Elle conserva une présence neutre et respectée à la cour. Catherine Howard, la cinquième épouse, fut exécutée pour adultère présumé moins de 2 ans après son mariage avec le roi. Sa jeunesse et son inexpérience, conjuguées à son passé de courtisane, contribuèrent à sa chute. Son destin accentua les dangers liés à la politique de cour et aux attentes placées sur les reines. Catherine Parr, 6e et dernière épouse d'Henri, survécut au roi et lui prodigua soins et compagnie durant ces dernières années. Elle exerça une influence stabilisatrice et contribua à l'éducation et à la réconciliation des enfants d'Henri. Après la mort du roi, elle continua de soutenir la cause protestante et fut l'une des premières femmes anglaises à publier des livres sous son propre nom. L'héritage durable des 6 épouses est étroitement lié à la succession et à la transformation religieuse de l'Angleterre. Leurs enfants, Marie, Élisabeth et Édouard, régnèrent à tour de rôle et reflétaient différents aspects de l'influence de leur mère.
Marie restaura le catholicisme et s'allia à l'Espagne. Élisabeth rétablit le protestantisme et présida une période de consolidation nationale, et Édouard promut des réformes protestantes durant sa minorité. Les résultats divergents de chaque mariage façonnèrent les perceptions publiques et politiques de la royauté, de la légitimité et de l'autorité religieuse. Les 6 reines consorts contribuèrent également à définir l'image et les attentes des consorts lors des règnes suivants. Leurs vies ont illustré les limites et les possibilités des femmes royales dans un système régi par l'autorité masculine et les impératifs dynastiques. Le mandat de chaque reine a contribué à l'évolution du rôle des femmes à la cour, notamment en matière de succession et d'influence. Leurs expériences combinées ont constitué un chapitre unique de l'histoire royale anglaise, dont l'impact collectif sur la religion, la politique et la monarchie est resté gravé dans les mémoires. Si l'histoire de chaque épouse a été façonnée par des circonstances individuelles, leur ensemble reflète l'instabilité et la transformation du règne des Tudors sous Henri VIII. Leur héritage demeure un sujet d'intérêt et d'analyse historique constant, tant pour ses conséquences immédiates que pour son influence sur l'évolution des perceptions modernes de la monarchie et du pouvoir.